Mesdames et messieurs, honorable assistance, bonjour. Je suis Ilham Kardoudi, membre de RSO au Maroc. Je vous remercie d'être venus si nombreux et pour certains d'avoir fait le déplacement de loin pour assister à cette 4e édition des rencontres internationales de la RSO sur le thème de l'économie circulaire, solutions de développement pour l'Afrique. Au lendemain de l'événement tragique de Essaouira, je vous invite à observer une minute de silence en mémoire des victimes, s'il vous plaît. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier le président de RSO au Maroc, M. Aït Zdach, ainsi que les membres du comité d'organisation pour la mise en place de cet événement majeur. Je salue également l'engagement de l'ensemble des membres de RSO au Maroc qui œuvrent tout au long de l'année pour la promotion de la responsabilité sociétale des organisations. Les éditions précédentes ont donné lieu à des échanges et des débats incluant toutes les parties prenantes pour s'imposer comme force de proposition, permettant d'engager une réflexion stratégique avec les pouvoirs publics et les acteurs en présence. Cette 4e édition, centrée sur l'Afrique, s'annonce très prometteuse et aura sans nul doute un impact significatif. Il y a à peine une 50aine d'années, personne ou presque ne s'intéressait à la RSE. D'ailleurs, en 1962, Milton Friedman déclarait dans son fameux ouvrage « Capitalism and Freedom » que la seule et unique responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter leurs profits. Tout le reste est une pure hypocrisie destinée à abuser le public. Depuis, la situation a bien changé. Pour preuve, vous êtes nombreux aujourd'hui à répondre présent à notre appel pour faire cette conférence. Il se trouve que la RSE est intimement liée à la mondialisation. De plus, les défis majeurs de notre société, changement climatique, raréfaction des ressources, augmentation des inégalités, sont également de nature internationale. La RSE a un intérêt économique, puisqu'elle agit sur la rentabilité de l'entreprise et donc sa durabilité. La RSE a également une force mobilisatrice auprès des employés et leur permet de donner plus de sens à leur travail. De fait, loin d'être une contrainte ou un sacrifice, faire de la RSE une démarche authentique permet de générer l'adhésion et l'engouement en interne. C'est aussi se positionner en entreprise visionnaire, car à terme, cela lui donnera un avantage compétitif durable. C'est en faisant le même constat qu'un groupe de chefs d'entreprise a décidé de créer en 2013 l'association pour le développement et la responsabilité sociétale des organisations au Maroc. Pourquoi choisir l'appellation RSE? Tout simplement car l'entreprise ne peut développer sa RSE
que si son environnement socio-économique est au même niveau. Donc, l'ensemble des organisations sont et doivent être impliquées dans la responsabilité sociétale pour le bien-être de l'homme et une économie durable. Notre vision est le bien-être de l'humain au centre de la performance des entreprises et des organisations dans le respect de la spécificité culturelle marocaine et la protection de l'environnement. Notre mission est de développer, appuyer et promouvoir l'esprit de la responsabilité sociétale des entreprises, des organisations et des personnes pour un développement durable, économiquement viable et équitable dans un espace où le bien-être de l'homme est central. Notre objectif est de lancer une dynamique en créant et animant un réseau d'acteurs impliqués dans le domaine de la RSE au Maroc et en Afrique, animer une réflexion autour des représentants des entreprises, des experts, des universités et des syndicalistes, sensibiliser les responsables économiques, sociaux et institutionnels à la responsabilité sociétale. Dans ce but, nous organisons différents événements tout au long de l'année, des workshops, des séminaires à thème pour les membres et invités dirigeants d'entreprises, des formations sur la RSE et des sujets liés, un congrès annuel auquel vous assistez aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être concrètement comment est-ce que la RSE fonctionne et quel impact peut-elle avoir sur la société. Afin de vous montrer ses effets positifs, je vais vous parler d'un exemple qui me tient particulièrement à cœur. En effet, j'ai une deuxième casquette. Je suis directrice générale de FE Maroc, la Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi, qui depuis 10 ans a connecté plus de 27 000 jeunes au monde de l'emploi. La Fondation fait le pont entre le défi social majeur de l'employabilité des jeunes et les différentes organisations qui peuvent y faire face. Les administrations publiques, les entreprises, les organisations non gouvernementales. De même, ce congrès doit aboutir à la création d'un pont entre les chercheurs et les différentes organisations pour promouvoir la responsabilité sociétale des organisations. Comme vous, je suis impatiente aujourd'hui de découvrir ces initiatives qui permettront de répondre ensemble aux défis de demain. Donc nous commencerons par une cérémonie d'ouverture officielle. Elle sera suivie de la signature de partenariat entre RSO au Maroc et RSO Côte d'Ivoire, preuve d'un renforcement de la coopération africaine. Nous évoquerons ensuite les grands enjeux et concepts de base de l'économie circulaire sous 2 thématiques. Les orientations africaines en faveur de l'économie circulaire et les leviers stratégiques pour une transition vers une économie circulaire. Je donne à présent la parole à M. Aziz Dash, président de RSO au Maroc. Merci Madame Caroli. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. D'abord, je tiens à remercier le ministère de l'Industrie et le secrétariat d'État chargé du développement durable de nous avoir donné le régime pour organiser aujourd'hui cette manifestation, cette 4e édition des rencontres internationales de la RSE, que nous organisons en partenariat avec l'ONUDI et l'Université Hassan II de Casablanca. Donc en fait, la thématique de cette 4e édition, c'est l'économie circulaire. Pourquoi l'économie circulaire?
cette économie circulaire, en fait, n'est autre qu'un des vecteurs importants pour atteindre le développement durable. La problématique actuelle que nous vivons, c'est que l'humanité consomme plus de moyens, plus de ressources que la planète ne peut générer. En moins de 8 mois, elle a déjà consommé toutes les ressources naturelles renouvelables que la planète peut produire en une année. À partir donc du jour de dépassement qui a été cette année au niveau de la mi-août, l'humanité creuse sa dette écologique. Une dette dont la planète et ses habitants payent déjà le prix à travers la déforestation, la baisse des réserves d'eau, l'épuisement des ressources aquatiques, l'accumulation des déchets, des gaz à effet de serre et les changements donc, climatiques. Si cette tendance se poursuit, demain il nous faudra 2 planètes pour répondre à nos besoins en 2030. Alors, comment faire prendre conscience aux dirigeants et à l'ensemble en fait de la population qu'utiliser donc les ressources que l'on ne possède pas va entraîner une grave crise humanitaire, une grave crise économique. Il s'agit donc de s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels en transformant les déchets en matières premières utilisables et utilisées donc pour la conception et la production de nos produits. Donc, face à l'épuisement des ressources naturelles, l'économie circulaire propose de produire, de distribuer, de consommer de manière à favoriser la réutilisation des matières tout au long du cycle de vie de tous les produits. Ce modèle met notamment l'accent sur de nouveaux modes de conception, de production, également de consommation, par le prolongement de la durée de vie d'usage des produits, l'usage plutôt que la possession des biens, la réutilisation et le recyclage des composants. Son objectif donc ultime de l'économie circulaire est de parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement donc des ressources par donc, la création de produits, de services qui ont un modèle d'affaires innovant. Par ailleurs, l'économie peut être également développée sur le volet de la fonctionnalité, avec un modèle de production, de distribution et de consommation des services qui repose sur le passage de la vente d'un bien à la vente de l'usage du bien. Donc la valeur d'un produit réside donc désormais dans sa fonction. Cette logique encourage un concept adapté des biens de consommation, leur mutualisation, leur réutilisation, leur modularité et leur gestion de fin de vie par le fabricant. Nous aurons donc, le long de cette journée, de ces 2 jours, des exemples qui vont illustrer en fait cette manière de faire. La durabilité des produits devient donc un facteur essentiel et évite l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, nous utilisons des portables que l'on doit changer tous les 2 ans. C'est pas normal. Cette logique permet donc de découpler le service fourni de la quantité de produits à distribuer, à acheter. Selon donc McKinsey, en Europe, l'économie circulaire permettrait de faire une économie de 380 milliards de dollars par an. À cette exploitation de ressources évitées s'ajoute la création de valeurs positives qu'apporte donc l'économie circulaire, fondée donc sur une consommation qui est délocalisée,
On rapproche l'entreprise au niveau local. On soutient donc les activités industrielles et agricoles sur leur territoire, avec le développement de nouvelles filières, des filières donc de réparation, de réemploi, de recyclage, et puis réorganiser ou intégrer l'économie informelle dans tout ce processus. L'objectif donc de cette rencontre est d'apporter un éclairage sur un certain nombre de points, notamment donc de définir quels sont les fondements pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que l'économie circulaire, quels sont ses objectifs, d'identifier quels sont les obstacles de cette mise en place, de la mise en place de cette économie, et quels seraient donc les plans d'action à adopter, de clarifier le rôle des collectivités locales, des élus locaux, de l'administration de manière générale, et aussi d'identifier quelles sont les incitations financières, les incitations fiscales, les incitations réglementaires nécessaires pour développer l'économie circulaire. Par exemple, quand on réutilise un produit recyclé, une matière recyclée, est-ce qu'on doit payer la même TVA? Identifier également le rôle de l'entreprise, comment est-ce qu'elle doit commencer à produire, réfléchir, comment elle doit réfléchir à la conception de son produit, et toute la durée de vie et du cycle de vie de ces produits. Également, comment réfléchir à associer ces concepts des principes de la RSE, qui sont donc la performance environnementale, sociale et sociétale et économique, au cycle de l'économie circulaire. Donc tous ces éléments vont être débattus lors de ces 2 journées. On aura des exemples, des illustrations qui vont prouver, démontrer donc que l'économie circulaire est une solution importante au développement économique de nos différents pays au niveau africain. Pour conclure, je tiens juste à rappeler 3 points essentiels que je pense importants comme vecteur de la mise en place de l'économie circulaire et du développement durable et de la responsabilité sociétale, qui sont, comme on l'a indiqué au niveau du triangle, qui sont les piliers donc, de cette économie circulaire, une gestion responsable des ressources, une production responsable. Donc, production responsable, c'est la problématique de l'entreprise, gestion des déchets, gestion des rejets, gestion de une meilleure productivité, etc., meilleure utilisation de la matière, et puis une responsabilité du consommateur, une consommation responsable. Avec ces 3 éléments, on peut mettre en place une économie circulaire efficace qui va nous permettre de développer l'économie au niveau de nos pays. Pour finir, je voudrais donc remercier nos intervenants qui ont répondu donc spontanément donc à notre invitation, qui sont venus même de loin, de Côte d'Ivoire, donc du Gabon, du Sénégal, de Belgique et de France. Je remercie également donc nos sponsors, les entreprises qui nous aident à promouvoir, à organiser donc cette manifestation. Je nomme donc Cosumar, l'OCP, l'IDEC, Suez, la Marocaine des Jeux, la banque BMCE of Africa de Richebourg, les eaux de Woulmes, Sonacid, l'association professionnelle des cimentiers, la Farge Holcim, la Poste et le groupe Renault. Également, bien sûr, nos partenaires donc médias, qui sont donc l'Économiste, aujourd'hui le Maroc, le Matin, Infomédiaire, leader de la RSE, la vie économique, les magazines, donc Énergie Environnement, Food Magazine, et puis la radio, la SNRT. Je remercie également tous les membres de l'association, également donc le comité d'organisation. Je vous remercie tous d'être présents et donc je vous souhaite 2 journées de débat et de partage tout au long donc, de ces 2 journées. Et merci.
m'appelle donc Madame Hanan Henzaz, représentante du pays Maroc à l'ONUDI. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Tej. Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et en tant que représentante de l'ONUDI, je remercie Réseau Maroc pour l'implication de l'ONUDI dans le cadre de cette rencontre. Vous avez bien prononcé mon titre par contre, représentante au pays au Maroc de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Un petit mot sur l'ONUDI pour ceux qui ne la connaissent pas. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel est l'une des agences spécialisées du système des Nations Unies. L'organisation a été créée il y a plus de 50 ans. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons fêté notre 50e anniversaire. Donc, l'organisation a été créée en 1966. Et en 2013, depuis 2013, nous avons un mandat bien spécifique, c'est d'accompagner nos pays membres, qui sont d'ailleurs aujourd'hui 170 pays membres dans le Maroc, dans le cadre de leur stratégie de développement industriel, en particulier pour promouvoir le développement industriel inclusif et durable. L'ONUDI est actif au Maroc depuis une vingtaine d'années. Le bureau au Maroc existe depuis 2004. Et donc nous avons accompagné le Maroc dans le cadre de ces stratégies, que ce soit industrielles, que ce soit les stratégies de développement durable. Nous avons mis en place un certain nombre de projets, beaucoup de projets qui touchent de près ou de loin à l'économie circulaire. Donc nous avons été actifs sur pas mal de blocs un petit peu qui touchent l'économie circulaire. Donc je cite notamment le grand programme, le DIED, le développement industriel écologiquement durable. C'est un grand programme qui a été mis en place avec le ministère de l'Industrie qui visait à l'époque d'accompagner les industriels marocains, notamment dans quelques secteurs particuliers, je cite le secteur des tanneries, pour tout ce qui est économie de ressources, en mettant l'accent sur la ressource en eau, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises dans le bassin de Sebo, l'économie d'énergie, le traitement de la pollution. Par la suite, il y avait la création du Centre marocain de production propre dans le cadre d'un partenariat public-privé, le centre qui a accompagné un grand nombre d'entreprises dans des démarches de production propre et d'efficacité de ressources. Le centre il a touché aussi à pas mal d'aspects, il a commencé à introduire donc, ce concept d'économie circulaire et le centre était parmi d'ailleurs les premières instances à introduire le concept d'écologie industrielle, donc en travaillant sur des exemples concrets avec les zones industrielles en particulier. Nous avons des programmes avec les pays membres, en fait, l'organisation pour tout ce qui est mise en place et respect des conventions internationales relatives à l'environnement. Au Maroc, nous avons un grand partenariat avec le ministère de l'Industrie pour la mise en place du protocole de Kyoto sur les substances appauvrissant la couche d'ozone. Et là, le Maroc elle est toujours cité à l'international en tant que success story parce qu'en fait, le Maroc elle a pu honorer ses engagements en matière donc, d'élimination de substances appauvrissant la couche d'ozone. Nous avons aussi des programmes avec le secrétariat d'État au développement donc, durable touchant aux polluants organiques persistants. Un programme récemment pour promouvoir l'économie circulaire en touchant à l'entrepreneuriat, donc le programme Cleantech sur l'innovation, donc sur tout ce qui est en fait encouragement de start-up dans les domaines de technologie propre. Nous avons aussi des programmes avec le ministère de l'Agriculture qui touchent cette fois en fait une autre cible que nous avons en fait à travers notre programme, c'est les femmes et les jeunes. Donc nous aidons aussi les coopératives en fait dans la promotion en fait et le développement des chaînes de valeur en introduisant le concept, aussi le concept de l'économie circulaire. À travers le monde, donc nous avons beaucoup d'exemples. Comme je disais, nous travaillons dans le passé dans des approches isolées aujourd'hui, donc nous sommes vraiment dans une approche économie circulaire. Je citerai aussi l'exemple de programme SwitchMed, qui est un programme méditerranéen qui a pour vocation de promouvoir la consommation et la production durable. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne, qui est mis en place par l'ONUDI en partenariat avec UN Environnement, le programme des Nations Unies pour l'environnement, dont le Maroc et participe à ce programme. Merci. Donc, c'est un programme que nous mettons en place aujourd'hui au Maroc en partenariat avec le ministère de l'Industrie et avec le secrétariat d'État au développement durable. Et dont le but, c'est d'aider en fait les industriels, mais aussi donc, les startups vers une transition vers une consommation et une production durable. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train de concevoir nos programmes d'intervention pour le futur. Récemment, il y avait la visite officielle du directeur général de l'organisation au Maroc,
rencontré un certain nombre d'officiels au Maroc, à commencer par le chef de gouvernement, un certain nombre de ministres. Nous avons aussi rencontré le secteur privé. Il y a une réelle aujourd'hui opportunité, mais en fait un réel engagement pour aller donc de l'avant dans ce domaine. Donc nous avons inscrit l'économie circulaire et le développement durable donc plus large comme étant l'une des thématiques que nous allons développer par le futur. Et donc nous sommes aujourd'hui en contact avec pas mal de partenaires, que ce soit publics, privés ou associatifs, pour la mise en place des programmes concrets. J'ai cité quelques exemples d'intervention. Nous sommes aussi très actifs dans tout ce qui est formation professionnelle. Donc nous mettons en place un certain nombre de programmes pour la formation professionnelle donc au profit des jeunes. Prochainement, nous lançons 2 programmes qui touchent de près en fait à la partie économie circulaire, donc un programme de formation professionnelle sur les métiers de l'eau et un programme sur l'éco-conduite. Donc le but c'est de former en fait des jeunes qui sont en mesure donc d'accompagner les industriels dans tout ce qui est pratique d'éco-conduite, d'économie de carburant et donc d'économie circulaire d'une façon indirecte. Donc voilà brièvement un petit peu ce qu'on fait au Maroc. Nous sommes ravis en fait que RSO au Maroc nous associe aujourd'hui dans le cadre de cet événement, mais c'est sûr qu'il y aura aussi d'autres actions plus concrètes de partenariat. Merci. Merci Madame Princesse pour votre présence, pour votre engagement et pour tous les beaux exemples inspirants que vous avez partagés avec nous. Donc j'appelle à présent professeur Abdeltaif Irzou, vice-président de l'université Hassan II. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de participer à cet important séminaire organisé en partenariat avec l'université Hassan II, bien entendu par l'association RSO. Cet important programme, bien entendu, fait partie de la coopération entre notre université et la RSO, à laquelle nous souhaitons bien entendu une bonne continuation. L'économie circulaire est un aspect fondamental et bien entendu à travers le triangle consommation, production et gestion responsable. Et permettez-moi aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'attaquer une des ressources, puisque dans le jargon de l'économie circulaire, il n'y a plus de déchets, on parle de ressources. L'une des ressources essentielles pour notre pays et pour l'essentiel des pays africains, c'est bien sûr la ressource en eau. Nous sommes le 20 novembre, on s'achemine vers une année qui est tout à fait sèche, et donc la problématique de l'eau potable se pose. Nous sommes, il faut l'avouer, un pays semi-aride, avec une pluviométrie qui est un peu déséquilibrée, 70% vers le nord et pratiquement 30% vers le sud. La politique de construction de barrages a été stratégique et essentielle, mais il faut la coupler avec d'autres alternatives. 2 alternatives possibles sont sur la table. La première, bien entendu, le dessalement d'eau de mer. Et je pense que le dessalement d'eau de mer n'est pas une solution uniquement pour les zones du sud du Maroc, Sahara, même vers le nord, on s'achemine vers la production de l'eau potable à travers le dessalement d'eau de mer. C'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une collaboration avec RSO à travers donc les sujets de recherche et de stage relatifs au mode de production du dessalement d'eau de mer. 2 process essentiels, bien entendu, c'est les procédés thermiques, hein, qui, bien entendu, fleurissent avec le prix du baril. Quand le baril est trop cher, c'est un procédé qui est cher. C'est un procédé qui est utilisé essentiellement par l'OCP au Maroc. Deuxième procédé qui est intéressant, qui pourrait déboucher sur une coopération, c'est bien sûr la production de l'eau de dessalement à partir des membranes, à travers l'osmose. Et on serait très intéressé à bâtir une coopération à travers les sujets de recherche. C'est tâche que nous vous invitons bien sûr à y penser, c'est d'aller vers la production de membranes et de procédés qui devraient rendre tout à fait valable la production du dessalement à travers les membranes. Deuxième possibilité, c'est bien sûr le traitement des eaux usées. Le Maroc produit pratiquement 7 millions de mètres cubes jour, essentiellement par la voie domestique. Il serait tout à fait intéressant de penser à récupérer. En termes de traitement, nous sommes un peu, disons, un mauvais élève, puisque à peine 10 à 15% de la production était réutilisée à travers le traitement.
Et il va falloir franchir le pas psychologique, de basculer vers de l'eau potable à travers les traitements des eaux. Le Singapour l'a fait, l'État du Texas l'a fait. Il va falloir qu'on travaille sur l'aspect psychologique. On y viendra à l'utilisation de l'eau potable à travers le traitement des eaux ici. C'est un processus sur lequel il va falloir se pencher. Bien entendu, nous restons attentifs à cette ressource importante. Nous proposerons peut-être carrément un séminaire sur ce procédé-là. Je m'associe à la RSO pour remercier bien entendu tous les intervenants qui sont venus de loin. Nous remercions toutes les organisations qui ont supporté cette manifestation avec un soutien matériel ou un soutien en termes de communication, et nous souhaitons bien entendu un bon succès à ces travaux. Ces travaux sont très importants, il va falloir donc les éditer. On se propose peut-être d'accompagner la RSO afin de produire et d'éditer cette importante intervention, les débats, à travers les organismes que nous avons, à travers les archives ouvertes dont nous disposons, et nous souhaitons bien entendu bonne continuation. Merci beaucoup. Monsieur Izzo, je vous remercie pour la pertinence des informations partagées et pour les solutions proposées. J'appelle maintenant Monsieur Franck Eba, président de RSO Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités. Je suis donc docteur Eba Franck. Je suis le président du réseau RSO de Côte d'Ivoire. Notre réseau est beaucoup plus récent que celui... Excusez-moi. Ouais. Notre réseau est beaucoup plus récent que celui du Maroc. Aziz est un ami personnel. Nous avons démarré le développement durable à l'occasion de plusieurs conférences en Europe et en Afrique. Et si vous voulez, cette amitié se transmet aujourd'hui par ce partenariat qui est important pour nous, pour la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une croissance économique de 8%, une des plus importantes du continent, avec pas mal de modifications, de mutations. Et si nous voulons devenir une économie moderne et pouvoir être véritablement émergent, il faut que nous puissions structurer, organiser notre implication dans le développement durable et dans la responsabilité sociétale. C'est pour ça que je voudrais, au nom de tous les administrateurs du réseau RSO Côte d'Ivoire, au nom de tous les membres, en mon nom propre, vous remercier Aziz, remercier RSO Maroc de cette opportunité que nous avons de pouvoir nouer ce partenariat qui est un partenariat win-win. Nous avons beaucoup de bonnes expériences à échanger, de partage, car nous avons une grosse expérience en matière d'agro-industrie, de sites agro-industriels avec des thématiques, des problématiques spécifiques aux pays en voie de développement. Nous avons le secteur minier qui bouge, le secteur pétrolier, et donc nous avons besoin d'autres expériences. Nous avons besoin de benchmarker avec RSO Maroc qui a pas mal d'expérience en matière d'organisation, de formation, pour que nous puissions nous mettre à la page. Donc je suis véritablement heureux d'être là. Je vous remercie. Dans ce cadre, nous allons signer une convention de partenariat entre les deux RSO, celle de Côte d'Ivoire et celle du Maroc.
Dr Franck Eba, on vous remercie pour votre confiance et pour la signature de ce contrat qui, nous sommes sûrs, va donner de nombreux fruits entre le Maroc et le Côte d'Ivoire. Merci. Donc je donne à présent la parole à M. Christophe Debien, directeur délégué de l'Institut français de l'économie circulaire. Monsieur le Président, cher Aziz Derch, Monsieur le Président RSO en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, je suis Christophe Debien, donc je dirige l'Institut français de l'économie circulaire à Paris. Et je suis ravi d'être présent parmi vous. Je remercie d'ailleurs à ce titre Monsieur Aziz Derch pour son invitation. J'en suis très honoré au nom de l'Institut de l'économie circulaire. Je voulais partager avec vous notre expérience en France qui date d'un peu plus de 5 ans avec l'Institut, parce qu'en fait, nous nous rendons compte, et vous le savez tous, que notre économie dite linéaire est finie. Nous sommes sur un plan planétaire avec une récession des ressources naturelles. Nous avons un appauvrissement de ces ressources. Et il est donc temps de passer à une nouvelle économie, celle que nous appelons l'économie circulaire, et dont M. Aziz Derch a parlé tout à l'heure avec les principaux points les principaux piliers. Alors d'ailleurs, pour revenir sur ces piliers, nous en avions, nous, défini 7 en France, mais qui correspondent à... ça n'est plus à l'écran, mais ça n'est pas grave, qui correspondent au schéma de tout à l'heure, notamment l'approvisionnement durable, qui est un des premiers piliers, puis l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée de vie des produits et le recyclage. Nous sommes conscients que cette nouvelle économie est un bouleversement pour les collectivités, pour les entreprises et pour les gouvernements, mais nous devons de toute façon y passer sur un plan planétaire. Il est vraiment temps. Nous ne pouvons plus faire autrement, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur le Président. Notre consommation de ressources naturelles a dépassé nos volontés. Nous consommons aujourd'hui une planète et demie de ressources naturelles et nous ne pourrons pas continuer ainsi. En ce qui concerne l'Institut de l'économie circulaire, nous travaillons, nous, depuis 5 ans sur différents domaines et nous essayons de créer en fait une fédération de divers acteurs, multi-acteurs, qui sont bien évidemment le public, le privé, les associations et les universités. Donc je suis vraiment ravi de voir que le Maroc s'est doté de cette chance de travailler autour de l'économie circulaire, que le gouvernement de plusieurs pays en Afrique s'y intéresse de très près. Et à ce titre, je reste à votre disposition pour éventuellement, si cela vous intéresse, travailler de concert avec vous sur le développement de cette économie circulaire au sein de vos différents pays. J'ai bien noté que la Côte d'Ivoire était en développement croissant, avec 8% effectivement de croissance. Et c'est vrai, je connais bien la Côte d'Ivoire, je connais bien le Maroc, qui est cher à mon cœur également. Et il est vrai qu'il est temps aussi pour vous, Maroc, Côte d'Ivoire et tant d'autres pays d'Afrique, de passer ce pas. Et nous pouvons vous aider dans ce sens, en France. Non pas que nous sommes des sachants, nous ne sommes pas plus sachants que vous, mais bien au contraire, la fédération de nos collaborations et puis surtout de nos savoirs, de nos partages d'expériences pourront permettre d'avancer ensemble sur cette nouvelle économie. En ce qui concerne l'Institut, pour vous donner un peu la ligne de conduite aujourd'hui, nous avons 3 plans principaux
Évidemment, le premier se base sur un développement national, donc en France, avec un travail important autour des territoires, puisque les territoires, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Monsieur le Président, sont partie prenante de l'économie circulaire. Sans les territoires, ça n'est pas possible. Sans les industriels, ça n'est pas possible. Sans les associations, ça n'est pas possible non plus, tout comme les universités. Donc l'économie circulaire, sur nos territoires, est en train de se développer. Nous travaillons avec, de concert avec tous nos territoires, donc ce que nous appelons les régions administratives, pour pouvoir mettre au point une collaboration entre tous ces acteurs que je viens de citer, parce qu'il est important que la collaboration fonctionne. L'économie circulaire est basée sur un cercle, vous l'aviez tout à l'heure illustré, et ce cercle vertueux est important que si tous ces acteurs se donnent la main et avancent ensemble. Donc, développement national en ce qui concerne notre institut, évidemment, avec des colloques, des petits déjeuners thématiques, de la formation en collectivité, de la formation aussi en industrie, mais également des travaux de fond, notamment des livres blancs, des créations de livres blancs, des études spécialisées. Vous parliez tout à l'heure des eaux usées, qui était effectivement un problème au Maroc, tout comme c'est un problème également en France, puisque pour la petite histoire, nous travaillons sur un plan européen également, et j'en parlerai tout à l'heure. En ce qui concerne les eaux usées en France, il y a une aberration. Je vais vous la donner, elle est très simple et vous comprendrez. Nous avons des traitements d'eau usée qui sont très performants, et aujourd'hui, nous ne pouvons pas réutiliser des eaux usées traitées dans le cadre, par exemple, de l'agriculture. C'est interdit en France. Alors qu'en Italie, en Espagne, c'est autorisé, et que la France achète copieusement les tomates ou le maïs dans les pays voisins pour les consommer, alors qu'ils sont eux arrosés par des eaux usées retraitées, et que nous n'avons pas le droit de le faire, donc nous ne pouvons pas traiter ces mêmes produits en France, ce qui est une aberration. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau européen, et c'est là que j'arrive sur l'Europe. Donc sur l'Europe, nous avons pris une place prépondérante, puisque nous sommes partie prenante en tant que Français, en tant qu'Institut français de l'économie circulaire, sur la nouvelle plateforme qui se met en place, une nouvelle plateforme européenne, qui va nous permettre de définir en fait des lois, mais aussi un cadre juridique en ce qui concerne l'économie circulaire, et d'apporter en fait les bonnes pratiques sur des territoires européens dans un premier temps, puis après reporter peut-être sur l'international d'une manière générale ces mêmes lois, puisque c'est, comme je le disais tout à l'heure, un travail de concert qu'il faut faire pour pouvoir arriver à ce que les pays sur notre planète puissent travailler de concert, et surtout sur ce même plan qu'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, elle est très simple. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, Monsieur le Président, aujourd'hui nous sommes sur ce que nous appelons donc l'économie linéaire, qui est basée sur la production, la consommation et le jetable. Et on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Donc c'est de la création de valeur, il faut passer par de la création de valeur. Et l'économie circulaire permet cette création de valeur, permet également à ce que les entreprises puissent évoluer, puissent obtenir des bénéfices. Et vous rappeliez tout à l'heure une étude qui avait été faite il y a quelques années autour de ce thème-là, mais aussi sur l'emploi, la relocalisation des entreprises, donc qui travailleront plus en local et qui permettront d'obtenir ce cercle vertueux. Ensuite, l'Institut travaille également au niveau international, bien sûr. Et c'est dans ce cadre que je m'adresse aussi à vous, parce que nous sommes appelés par divers pays, étant donné que nous avons une petite expérience d'un peu plus de 5 ans, nous sommes appelés par plusieurs pays, que ce soit sur des continents différents, notamment Amérique du Sud, Afrique, même en Europe évidemment, Europe du Nord, du Sud, et puis également sur l'Asie, avec qui nous travaillons également, en sachant que la Chine est très avancée en matière d'économie circulaire, dans divers domaines, pas dans tous, mais dans divers domaines. Donc nous sommes présents pour pouvoir vous aider
en tout cas vous apporter nos expériences passées, puisque nous avons essuyé les plâtres, comme on dit en France. Donc nous étions au balbutiement et nous passons à des phases très actives et très professionnelles de ce qu'est l'économie circulaire. Donc nous pouvons vous aider. Et je rappelle encore une fois que je suis à votre disposition, ou l'Institut français de l'économie circulaire est à votre disposition pour pouvoir créer des liens, pouvoir travailler de concert avec vous, pouvoir avancer sur ces problématiques d'économie circulaire avec les entreprises, avec les associations, avec le gouvernement et les collectivités territoriales de vos pays. Et nous serions ravis de pouvoir avancer pour que la planète puisse ainsi évoluer. Je vous remercie. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la présence de nos collègues et amis français à notre 4e édition. J'appelle à présent donc à vos questions, si vous en avez. Merci de préciser à qui vous adressez votre question. Bonjour à tous. Je suis Brice Ferrard, enseignant chercheur et consultant senior en management des ressources humaines. Et je suis interpellé sur le volet ressources humaines. Je m'adresse à M. Desbiens pour lui dire 2 questions. Est-ce que l'Institut constitue une force de proposition? D'abord, dans quelle mesure? Ensuite, sur le plan technique, vous avez parlé de 7 leviers. Je prends seulement celui de recyclage. Je considère que c'est une économie non pas circulaire, c'est une économie adaptée à ce monde, parce que l'économie est toujours linéaire depuis le capitalisme. Et voilà, je voudrais vous faire réagir sur ce plan-là. Merci. Oui, je suis derrière, je vais repasser devant, pardon. Merci pour vos questions. Alors en effet, l'Institut est force de proposition en matière d'économie circulaire, puisque notre expérience nous permet d'avancer et de pouvoir aider. Et c'est un peu ce rôle-là que nous avons pour les pays qui émergent sur l'économie circulaire. Et non pas que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes plus sachants, mais nous avons cette petite expérience qui va nous permettre et vous permettre d'avancer dans le processus. En ce qui concerne le recyclage, oui, c'est un point très important, évidemment, de l'économie circulaire, mais c'est également, ça n'est pas le seul point. C'est-à-dire que, notamment, en ce moment, nous participons en France à l'élaboration de la feuille de route de notre ministre Nicolas Hulot, qui, évidemment, s'oriente sur l'économie circulaire d'une manière générale, et nous a donné un point très important, c'est qu'en fait l'économie circulaire ne s'arrête pas au recyclage ni aux déchets. Elle est citée sur ces 7 points dont je parlais tout à l'heure, elle est basée sur ces 7 points dont je parlais tout à l'heure, et effectivement le recyclage fait partie prenante de cette économie circulaire. Il est important d'avancer dans ce sens-là, parce que les collectivités territoriales sont complètement prises par cette thématique, évidemment. Mais ne restons pas sur le recyclage et les déchets, allons plus loin dans la démarche, profitons de cette expérience que les uns et les autres avons et avançons ensemble pour pouvoir mieux produire, mieux consommer et moins jeter. Merci. Merci M. Desbiens pour votre réponse. Bonjour. Ok, Mustafa Saad, donc je me présente, je suis manager de NEC Conseil. Alors je voulais juste rajouter peut-être un petit complément à ce que Mme Zaz avait dit sur le SwitchMed. Alors je représente le consortium justement qui a eu l'honneur d'accompagner 24 à 25 entreprises marocaines sur le SwitchMed, essentiellement le test pour l'économie des ressources, et ce qu'on appelle bien sûr pour les sociétés industrielles, en passant par justement toutes les ressources utilisées par l'entreprise, à savoir les énergies, l'eau, les gaz, l'électricité et aussi tout ce qui est matière. Et là, ça rejoint un peu le sujet justement de RSE aujourd'hui. Je trouve qu'effectivement ça tombe au bon moment. Alors parmi les sociétés justement qui étaient dans le test dans ce programme, il y a
Africam, que j'ai eu justement le plaisir de retrouver ici dans vos témoignages et qui font effectivement un bon travail sur le côté recyclage et élimination de toutes les pertes. Bon, ça c'est un peu juste l'introduction. Deuxième point, je voulais voir un peu l'expérience de nos amis français sur l'arrosage des espaces verts, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais au niveau de Casablanca, la plupart des espaces verts sont arrosés par l'eau potable. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est pas acceptable. Est-ce qu'il y a des solutions en cours? Est-ce que RSO est impliqué dans ce sujet? Merci. Alors, pour répondre à la question de l'arrosage, effectivement, en France, il y a possibilité d'arroser des espaces verts avec de l'eau potable, mais aussi de l'eau non potable, notamment dans la ville de Paris, c'est utilisé. Donc nous avons des études à ce sujet, nous pouvons peut-être en discuter de façon plus étroite par rapport aux expériences que nous avons autour de nous sur le territoire national. Voilà. Ça s'adresse à M. Desbiens. Est-ce que vous ne trouvez pas que les évolutions techniques, les avancées technologiques, la recherche de la performance industrielle ne constituent pas un frein? Difficile de répondre à cette question de façon synthétique, mais effectivement, il peut y avoir des freins, mais il y a aussi des leviers, heureusement. Notamment, vous parliez tout à l'heure d'obsolescence programmée, Monsieur le Président de RSO au Maroc, et c'est vrai que l'obsolescence programmée est un sujet important de l'économie circulaire, étant donné que, notamment dans les téléphones, dans la téléphonie, il y a possibilité maintenant de faire différemment, de pouvoir produire différemment, de pouvoir consommer différemment. Et je pense que c'est une question de prise de conscience par les entreprises. On se rend compte, notamment en France, que les entreprises ont pris le pas. Il y a une vraie prise de conscience parce que le thème devient fort et il est important que les entreprises se saisissent de ce thème-là. Maintenant, il y a un défaut en France, un gros défaut et un gros manque, c'est qu'en fait la population ne sait pas ce qu'est l'économie circulaire. Donc le kidam dans la rue ne connaît pas l'économie circulaire. Elle a entendu parler du thème, une fois ou deux, mais elle est incapable de mettre une définition sur l'économie circulaire. Donc avec l'Institut, nous sommes en train de préparer une campagne de communication audiovisuelle qui va nous permettre, à grande écoute, qui va nous permettre de faire connaître au grand public ce qu'est l'économie circulaire, parce que sensibiliser le consommateur, c'est aussi apporter des solutions pour les industriels et pour les collectivités, évidemment. Donc, dans le cadre de la question que vous posiez, à savoir si les entreprises, et notamment les nouvelles entreprises, étaient un frein pour l'économie circulaire, oui, peut-être encore un petit peu, mais c'est en train d'évoluer. La prise de conscience est présente, elle est là, et il est important que tout le monde prenne conscience de cette évolution-là. En ce qui concerne par exemple, les évolutions, nous travaillons actuellement sur des start-up, c'est-à-dire que nous avons un développement de start-up au plan national qui est très important, donc avec du numérique. Nous sommes en train de travailler sur l'apport du numérique pour l'économie circulaire et vice-versa. Et il est important de mettre en relation les jeunes entreprises start-up avec les industriels parce qu'il y a des solutions pour fédérer, notamment des plateformes numériques, notamment de la mise en contact, notamment des applications qui permettent d'aller plus loin dans la démarche d'économie circulaire. Donc je pense que toutes les nouvelles technologies finalement s'orienteront de toute façon vers cette nouvelle économie. Il est important que tout le monde en prenne conscience. Et c'est encore une fois une question de conscience pour les collectivités, mais aussi pour les industriels. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'ai une question pour M. Christophe. Je voudrais savoir, est-ce qu'il peut nous faire partager l'expérience de la France en matière de recyclage des fesses? Parce que nous avons cette problématique en Côte d'Ivoire. Nous avons développé 1 millier de WC secs où nous récupérons les urines et puis les fesses et nous faisons du compost ou du fertilisant naturel que nous utilisons dans des cultures, mais pour le moment, à cause d'un blocage culturel, on ne peut pas l'utiliser pour l'alimenter. Alors, c'est un problème pour nous, parce que l'eau entraîne des maladies, et l'évacuation des eaux usées dans des régions reculées, c'est un problème. Est-ce que, je sais qu'en France,
Ils ont développé ce qu'ils appellent chez eux les WC écologiques, nous on appelle ça WC sec. Est-ce qu'en France, comment est-ce qu'ils en sont arrivés pour s'en sortir, et est-ce qu'il y a une véritable filière aujourd'hui en France de WC sec avec tout le système autour? Alors oui, il y a une petite expérience qui n'est pas non plus énorme. Nous avons effectivement en France des entreprises qui ont développé des toilettes sèches, donc WC écologiques, qui se basent sur la sueur de bois, sur différentes composantes qui permettent effectivement d'assécher excréments, urine, etc.